Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment apprendre le machine learning et l'IA en 2025 avec l'objectif de vivre de ces disciplines en moins d'un an et ce, même si vous partez de zéro. Cet objectif peut paraître trop ambitieux ou hors de portée car la majorité des formations s'étendent sur plusieurs années, elles sont très élitistes et demandent de maîtriser des concepts théoriques qui peuvent être longs et difficiles à appréhender. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, ces formations ne sont plus indispensables. J'irais même jusqu'à dire que si votre objectif n'est pas de devenir chercheur, ces formations sont dépassées. J'en parle aujourd'hui car ces formations théoriques et élitistes, je les connais bien, j'y suis moi-même passé, j'ai un master en mathématiques fondamentales et un doctorat en machine learning et je peux vous garantir qu'il existe une bien meilleure approche. Ça n'a plus de sens de passer des années à apprendre la théorie. En 2025, il existe énormément d'opportunités liées au machine learning et à l'IA et passer 3, 5 ou 8 années à étudier la théorie avant de vous attaquer à des problèmes concrets va juste vous faire manquer ces opportunités. Alors que ces opportunités sont complètement accessibles si vous avez la bonne stratégie et si vous êtes prêt à travailler sérieusement pendant un an. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai compris à la dure pendant mes 10 années d'expérience dans les domaines du machine learning et de l'IA. Et je vais partager avec vous les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre du machine learning et de l'IA en moins d'un an, de devenir irremplaçable même sur des marchés très concurrentiels et d'attirer sur le long terme les meilleures opportunités du marché. Mais commençons par la base, je vous propose de lister les approches qui permettent de gagner sa vie avec le machine learning et l'IA en 2025. Et globalement, il y en a deux. Soit vous vendez votre temps et votre expertise, c'est l'approche salarié ou freelance. Soit vous vendez une solution clé en main à un problème. Dans ce cas, c'est une approche vente de produits et donc une approche plutôt orientée entrepreneuriat. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien que ces deux approches soient très différentes, la stratégie de fond qui va vous amener au succès est la même. Mais avant de vous révéler ma stratégie, parlons de la stratégie des formations classiques. Et quoi de mieux que de regarder ce que propose le système universitaire français pour se rendre compte de la stratégie classique. Je vous propose de nous rendre sur la page du Master 2 Intelligence Artificielle, créé par l'Université Paris-Dauphine, l'École Normale Supérieure et l'École des Mines de Paris. Je vous précise qu'à titre personnel, je n'ai absolument rien contre cette formation. Je la prends en exemple car elle représente parfaitement ce que le système universitaire français offre aujourd'hui avec ses avantages et ses inconvénients. Regardons le descriptif. Ils nous disent ici que c'est une formation d'excellence, ouvrant vers des carrières de recherche et développement dans des laboratoires de recherche publics ou privés, ou des entreprises innovantes. Donc sur le papier, hormis le côté laboratoire de recherche public, c'est exactement ce qu'on recherche. On nous dit également que le master recrute de façon sélective des étudiants ayant validé une première année de master en informatique. Effectivement, c'est une formation très élitiste, donc pour le côté sélectif, j'en doute pas une seconde. Pour y accéder, les étudiants doivent justifier d'un très bon niveau théorique, c'est classique pour ce genre de formation. Et d'ailleurs, d'après moi, c'est le premier problème, mais on en parlera juste après. Donc, avant de regarder le programme du M2, je vous propose de regarder le programme du M1 informatique de la même université pour vraiment se faire une idée du cursus qu'ils ont créé. Et du cursus qu'ils s'imaginent être le meilleur pour que leurs étudiants soient compétitifs sur le marché du travail à la sortie ou soient capables de créer des produits tech pour vivre de leurs compétences. On peut voir que dans leur Master 1, il y a des enseignements fondamentaux et des enseignements complémentaires. Commençons par regarder les fondamentaux. Premier cours, algorithmique et programmation avancée. Ce cours a l'air super intéressant. On nous dit que les participants vont y découvrir des concepts de pointe, des stratégies d'optimisation et des méthodes de résolution de problèmes complexes. Au vu de la bibliographie, c'est un cours très théorique. Malgré les prérequis Python demandés pour ce cours, je peux vous garantir que c'est un cours très théorique. Le livre Introduction to Algorithms, c'est un livre très théorique, comme vous pouvez le voir, je vous montre ici quelques pages. Il n'y a vraiment aucun code en Python, ni aucun autre langage courant. On peut faire exactement le même constat pour le livre Combinatorial Optimization. Je vous montre quelques pages de ce livre, et vous pouvez voir que principalement c'est de la théorie. Donc selon toute vraisemblance, dans ce cours, il y aura beaucoup de preuves mathématiques, d'analyse de complexité, mais c'est pas mal de commencer une formation par la théorie. Ensuite, de nouveau un cours théorique, théorie des graphes. Vous voyez ici, on parle beaucoup de théorèmes. Donc théorème, théorème, théorie. Ensuite, il y a un module mathématique pour les data science. Le cours se concentre sur ce qu'on appelle l'optimisation convexe et des outils pour la data science. On peut voir que le cours se base sur le livre de Boyd et van der Berghe. Ce livre, c'est la bible de l'optimisation convexe, mais encore une fois, ça montre que le cours va être très théorique. Si ça vous intéresse, ce livre est en accès libre, je vous le montre rapidement, et globalement, c'est 700 pages de propositions et de théorèmes. Perso, je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais de la recherche, mais jamais en entreprise. Donc, même constat que pour les précédents modules, ça sera très théorique et mathématique. Ensuite, module complémentaire. Regardons en priorité la programmation avancée objet, car c'est le seul module applicatif. Mais malheureusement, quand on clique, on voit Java. Bon, j'ai rien contre ce langage offre vraiment de nombreux avantages,
Mais Python ferait beaucoup plus sens ici, car Python c'est de loin le langage le plus utilisé en IA et machine learning. Pour le semestre 2, on va pas tout regarder, mais globalement ça continue dans la même veine. On a de nouveau un module avec de l'optimisation combinatoire, donc ça sera très théorique. On a un module machine learning, mais je dis beaucoup théorique, désolé, mais c'est le cas. Donc ce module machine learning, c'est de la théorie, avec quelques algorithmes vraiment classiques, comme les cas plus proches voisins, la descente de gradient stochastique, et des algorithmes de clustering comme DBSCAN ou K-means. Et en fait, il n'y a rien d'incroyable ici. Je suis sûr que les cours sont d'un très bon niveau, très bien faits, très détaillés, mais malheureusement, tout le monde connaît les cas plus proches voisins dans le milieu du ML. Tout le monde connaît la descente de gradient stochastique, et tout le monde connaît DBSCAN et K-means. Donc ok, vous allez apprendre des bases, en plus des bases très théoriques, mais en aucun cas vous allez vous différencier grâce à ça. Donc en plus du point trop théorique, il me semble que cette formation est trop généraliste, et donc ne vous permet pas de vous différencier sur un marché qui est très concurrentiel. Imaginez-vous en entretien parler des cas plus proches voisins à votre recruteur. Franchement, il n'en a rien à faire. Dans cet océan de théorie, on a quand même un module spécifique aux bases de données, donc c'est un très bon point, il faut l'appuyer. Puis en UE complémentaire, on a un projet ML et Data Science, encore une fois au milieu de modules très théoriques. Mais malheureusement, ça reste du très basique avec l'utilisation de librairies de base et à aucun moment on parle de mise en production d'algorithmes. Donc vous allez travailler sur des notebooks, mais malheureusement dans la vraie vie on résout pas des problèmes avec des notebooks. Donc bilan de la première année, c'est une année très intense. Toutes ces notions théoriques, je les ai apprises, donc je peux vous dire que c'est pas si simple de les maîtriser. Ça vous prend beaucoup de temps et d'énergie, même s'il me semble qu'il y a mieux à faire de son temps et de son énergie. Le bon côté, c'est qu'une fois cet investissement fait, les étudiants ont une bonne connaissance théorique des algorithmes de machine learning étudiés et ça peut aider par la suite. Les étudiants commencent également à se forger une très bonne culture générale en machine learning et informatique théorique. Pendant cette année, les étudiants ont quand même manipulé un petit peu Python et les frameworks de machine learning, donc ils ont quand même des bases, mais malheureusement très peu de mise en situation réelle et donc très peu de connaissances sur tout ce qui va être mise en production d'algorithmes et création d'un produit IA ou ML. Donc on espère qu'en année 2, ça sera plus orienté utilisation de l'IA pour résoudre des problèmes concrets. Regardons ce qu'ils nous ont programmé pour l'année 2. On commence avec un cours d'optimisation pour le machine learning. Sur le papier, le cours alterne théorie et application en Python, mais dans les faits, il repose sur 7 articles de Botou. C'est un excellent article, mais regardez-moi la densité et toutes ces preuves mathématiques. Donc vous comprenez le type d'article que c'est et on imagine très bien le type de cours que ça va être. Imaginez le temps et l'énergie qu'on demande d'investir aux étudiants pour comprendre ça, alors que l'article date de 2018 et qu'en 2025 ces méthodes sont bien connues des spécialistes, elles ont été implémentées dans des solutions open source dans toutes les variantes possibles, et pour certaines, elles sont aujourd'hui améliorées. Alors, certains me diront que cet argument est mauvais car les maths sont intemporelles, à ça je dis oui, mais le machine learning est avant tout une discipline appliquée. Son but final est de résoudre des problèmes, pas de créer de beaux théorèmes. Donc, dans le cadre de ce module, il me semble bien plus pertinent de former les étudiants à utiliser efficacement les solutions d'optimisation existantes, à comprendre leurs limites et à les intégrer dans des systèmes robustes, plutôt que de les enfermer dans autant de théories. Et c'est pareil pour le cours suivant, qui est un cours donné par Francis Bach. Il faut savoir que Francis Bach est littéralement une star mondiale de l'IA, donc son cours est sans aucun doute passionnant. Mais comme pour le reste de la formation, il y a ici un déséquilibre marqué entre théorie et applications concrètes. Par exemple, vous allez apprendre la VC dimension, les inégalités de concentration, ou encore la consistance universelle, mais ces notions sont avant tout utiles pour des chercheurs. Ce n'est pas la maîtrise de ces connaissances qui va permettre à un étudiant de devenir opérationnel en entreprise, ou de développer des systèmes concrets à fort impact, ou tout simplement de vivre de l'IA rapidement. Regardons d'ailleurs les dates de référence pour ce cours, on voit 2014, 2012, 2013, 2006, et même 2001. Effectivement, il y a 10 ans, je n'aurais peut-être pas tenu ce discours, car il y avait beaucoup moins de solutions open source en machine learning et en IA, et la qualité de ces solutions était quand même vraiment moindre. Mais je peux vous dire avec confiance que l'écosystème et les besoins ont complètement changé ces dernières années, et pour vous en convaincre, on peut regarder cet article d'avril 2024 qui traite de l'évolution de l'open source avec un focus sur l'IA. À la date de rédaction de l'article, il y avait 420 millions de projets open source, soit une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente, 284 millions de répertoires publics sur GitHub, soit une augmentation de 22%, 65 000 projets open source d'IA générative, soit une augmentation de 248% en un an. Et cette dynamique continue. Si on regarde le dernier rapport d'Octoverse, on peut notamment voir que le nombre de projets open source d'IA générative créés suit une dynamique qui est exponentielle. C'est vraiment impressionnant cette courbe. Et dans tous ces projets open source, d'IA générative ou non d'ailleurs, vous avez des solutions d'un niveau incroyable, et ce dans tous les domaines.
Donc aujourd'hui, les formations devraient plus insister sur le développement de compétences en lien avec l'ingénierie, qui permettrait aux étudiants de comprendre, d'utiliser, de transformer et de mettre en production des solutions open source existantes, plutôt que de passer autant de temps sur la théorie. Et d'ailleurs, le marché du travail l'a bien compris. Si on se rend sur Glassdoor et qu'on recherche machine learning, on voit que la majorité des offres incluent le terme ingénieur ou ingénierie. Ici, ingénieur, ingénieur. Et petite parenthèse ici, le terme ingénieur n'est pas lié au diplôme d'ingénieur. C'est en lien avec des compétences. Donc vous pouvez viser ces emplois même si vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur. Maintenant, revenons sur les cours. Si maintenant on va sur le cours Large Language Model, on voit qu'il y a ce même décalage. Ce module semble ignorer les dernières avancées spectaculaires de l'open source. Il ne mentionne ni les modèles de DeepSeek, ni les modèles Qwen, ni les modèles de la famille Llama. Alors que ces modèles sont disponibles gratuitement et permettent de créer des applications d'un excellent niveau. À la place, ce cours propose d'étudier des méthodes de base et utilise des références datant de 2016 pour le livre de Goodfellow et 2017 pour ce livre. Le mot Transformers n'apparaît pas ici, on voit pas non plus les termes modèle préentraîné, ni modèle de fondation, ni self-supervised learning, ni prompting, ni RAG, ni fine-tuning. Donc gros décalage par rapport à l'état de l'art en NLP. Même si on n'a pas regardé tous les cours, je pense qu'on en a assez vu pour répondre à la question qu'on se posait initialement. Quelle est la stratégie que les formations classiques mettent en place pour permettre à leurs étudiants de vivre de l'IA et du ML à la fin de leur cursus? Et d'après ce qu'on a vu, on peut distinguer 4 points. Le premier, c'est que ces formations vont fournir de solides bases théoriques ainsi qu'un enseignement généraliste du machine learning et de l'IA. Elles vont privilégier un enseignement superficiel de beaucoup de notions différentes pour offrir aux étudiants un parcours varié, initier les étudiants à de nombreux concepts et maximiser leur culture générale. Mais malheureusement, on ne distingue pas de ligne directrice claire. Le programme fait papillonner les étudiants en les faisant passer d'un sujet complexe à un autre, sans que l'ensemble ne converge vers une compétence ou un objectif professionnel identifiable. Autre point, les formations classiques misent sur la connaissance et les compétences de leurs chercheurs pour délivrer des cours théoriques d'un très bon niveau, voire excellent. Cependant, elles vont reléguer l'apprentissage des notions appliquées à quelques modules isolés et aux stages de fin d'études. Quatrième point, ces formations utilisent le prestige académique pour légitimer leur cursus. On en a un très bon exemple avec cette formation qui utilise la place de l'université PSL dans le top 50 des classements THE et QS, alors que ces classements mesurent avant tout l'excellence académique et la production scientifique, et non pas l'adéquation des formations avec les compétences recherchées par les entreprises. On pourrait ajouter un cinquième point qui serait que ces formations préfèrent se focaliser sur des concepts théoriques plutôt que de traiter l'entrepreneuriat. Et malheureusement, le temps est limité, donc il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Donc ils ont renoncé à l'approche entrepreneuriale. Et maintenant, voyons le résultat de cette stratégie. Après cette formation, les étudiants sortent avec une excellente culture générale en intelligence artificielle et machine learning, une solide compréhension théorique avec la capacité de détailler le fonctionnement de nombreux algorithmes et de les implémenter dans des environnements locaux. Cependant, ils disposent de très peu de compétences en ingénierie, alors que ce sont précisément ces compétences qui sont aujourd'hui les plus recherchées sur le marché. Ils n'ont pas ou peu de réseau professionnel. Leurs compétences sont semblables à celles de tous les autres étudiants sortant de formations similaires, ce qui rend leur profil peu différenciant. Or, le nombre de postes destinés à des profils très théoriques est limité. D'un point de vue économique, la loi de l'offre et de la demande joue contre eux, leur valeur sur le marché diminue. Le nom prestigieux de l'université a un impact limité car les employeurs cherchent avant tout des profils capables de résoudre des problèmes concrets. Enfin, l'absence quasi totale de formation à l'entrepreneuriat rend utopique toute tentative de commercialisation rapide d'un produit technologique. La conclusion est que ces étudiants ne sont pas dans les meilleures dispositions pour vivre du machine learning et de l'IA après ce genre de formation, et c'est quand même un constat alarmant quand on pense qu'on parle d'étudiants ayant suivi un cursus d'excellence pendant 5 ans. Et enfin, dernier point, après on avance et je vous donne ma stratégie. Ce qui me dérange également avec ce Master 2 et toutes les formations élitistes équivalentes, c'est que ce genre de formation est censé être le top de ce qu'on fait en France. Elles sont hébergées par les meilleures institutions, elles sont extrêmement prestigieuses. De ce fait, elles ont un impact important sur les décisions que prennent les étudiants. Et ici, elles véhiculent le fait qu'il faut 5 ans d'études théoriques pour avoir une carrière dans le ML et l'IA, qu'il faut se gaver la tête de théorie avant de pouvoir être légitime alors que ce n'est pas du tout le cas. Le résultat de ça, c'est que beaucoup d'étudiants extrêmement motivés sont mis sur le banc de touche pendant 5 ans pour apprendre des choses qui ne sont pas alignées avec leurs objectifs, ou tout simplement ils renoncent, alors qu'ils pourraient travailler très rapidement sur des sujets qui les passionnent, avoir un impact positif sur la société beaucoup plus tôt, et gagner leur vie beaucoup plus tôt. Donc voilà mon point de vue sur ces formations classiques. Donc maintenant que j'ai bien critiqué, quelle est la solution? Car vous allez me dire, ok, t'es bien gentil avec tes solutions open source et ton ingénierie,
Mais des solutions open source, on vient de le voir avec l'article, il y en a littéralement des millions, on peut pas toutes les étudier, donc je vous ai introduit un nouveau problème. Et d'ailleurs, pour améliorer et comprendre certaines solutions open source, la théorie reste indispensable. Donc, quelle est la solution? Car critiquer c'est bien, mais fournir des solutions c'est mieux. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans notre société, les gens nous paient pour résoudre leurs problèmes. Et dans l'IA et le ML, c'est pareil. Une entreprise vous embauchera uniquement si elle pense que vous pouvez résoudre ses problèmes. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de nous payer si on s'est spécialisé pour résoudre son problème. Donc, plutôt que de papillonner et d'apprendre l'IA et le ML en suivant uniquement sa curiosité ou ce que d'autres personnes nous ont recommandé d'apprendre, la bonne approche, c'est de se spécialiser et de choisir un problème que vous voulez résoudre. Vous allez ensuite uniquement apprendre ce qui est en lien avec cette spécialité et ce qui vous permet de résoudre le problème que vous avez choisi. Supposons qu'on ait identifié un problème. Notre capacité à résoudre ce problème peut être représentée sous la forme d'une pyramide en 3 blocs. Le bloc de base représente l'ensemble de nos connaissances fondamentales. Dedans, il y a les connaissances directement liées au problème qu'on souhaite résoudre. Ces connaissances vont nous permettre de créer un socle solide de réflexion et de création. Mais dans cette base, il y a également des connaissances non nécessaires, des choses qu'on a apprises ici et là. Le bloc du milieu représente notre capacité à proposer des solutions en combinant nos connaissances fondamentales, notre capacité à trouver et utiliser des outils existants, et notre compréhension parfois incomplète du problème. Les solutions issues de ce niveau sont souvent imparfaites mais complètement fonctionnelles. Elles vont produire les premiers résultats concrets, donc c'est vraiment une bonne chose, mais sont en général d'un niveau trop bas pour être monétisées. Le troisième bloc représente l'expertise, la vision systémique et notre capacité à proposer des solutions innovantes. Donc c'est vraiment le bloc qui nous intéresse. Ce sont les compétences issues de ce bloc qui vont nous permettre de proposer des solutions d'un niveau état de l'art ou supérieur. Donc c'est vraiment dans ce bloc qu'on cultive l'excellence. Maintenant parlons de la taille de notre pyramide, car ici la taille compte. On peut représenter la qualité des solutions qu'on peut délivrer sur un axe vertical. Plus notre pyramide est haute, plus les solutions qu'on peut produire sont efficaces, différenciantes et monétisables. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque problème, il y a un seuil minimal de qualité au-delà duquel des personnes sont prêtes à payer pour la solution que vous allez leur apporter. Appelons ce seuil le seuil de valeur. Et tant que la pointe de notre pyramide reste au-dessous de ce seuil, nos compétences sont insuffisantes pour permettre de gagner de l'argent. En revanche, dès qu'on dépasse ce seuil, on peut vivre de notre expertise. Et plus notre pointe se trouve au-dessus du seuil, plus notre profil est recherché car la qualité qu'on est capable de délivrer va être élevée. Donc vous l'aurez compris, le but est d'avoir une pyramide dont la pointe est la plus haute possible. Maintenant qu'on a compris ça, la question centrale est comment construire sa pyramide. Si on suit la stratégie classique vue juste avant, on construira une pyramide avec une base énorme, un centre qui ne monte pas très haut et pas de pointe ou une pointe très basse. Malheureusement, cette pyramide sera plus basse que la majorité des seuils de valeur, donc il sera difficile de monétiser ses compétences. A l'inverse, si on choisit dès le départ le problème qu'on souhaite résoudre, on peut développer uniquement les compétences fondamentales qui nous manquent, construire rapidement un centre solide, et enfin se concentrer pour développer notre expertise, donc vraiment ce qui importe, afin d'apporter des solutions qui vont être suffisamment performantes pour dépasser le seuil de valeur. Dans ce cas, on aura une pyramide très pointue et optimisée. Et croyez-moi, c'est le meilleur moyen pour devenir compétitif rapidement sur le marché. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai pour le long terme, spécialisation égale emploi haut de gamme. Les meilleurs emplois ne vont pas aux généralistes moyens, mais aux experts reconnus dans leur domaine. Et c'est pareil pour les produits. Les meilleurs produits ne dominent pas en étant généralistes, mais en étant très bons pour résoudre un problème dans une niche très spécifique. J'en parle aujourd'hui pour les domaines du machine learning et de l'IA, mais c'est une réalité pour tous les domaines de notre société. Aujourd'hui, tous les talents sont en concurrence à l'échelle mondiale. Donc, pour être reconnu et profiter des meilleures opportunités, vous n'avez pas d'autre choix que d'être spécialisé. D'ailleurs, les Américains ont développé un terme pour ça, ils disent qu'il faut être world class at one thing, ce qui veut littéralement dire être le meilleur mondial à faire une seule chose. Pour ajouter du poids à mon argumentaire, je vous partage une interview de Robert Herjavec qui illustre ce point avec le joueur de football américain Tom Brady. You have to be passionate about one thing. Be great at one thing. The world will reward your knowledge of a very narrow field. So the analogy I always use is, Tom Brady, I love NFL football. Tom Brady gets paid $25 million a year to throw the ball. He doesn't get paid to block. He doesn't get paid to tackle. In fact, when he does those things, people freak out. Be Tom Brady. Be world class at one thing. Si vous n'êtes pas familier avec le football américain et Tom Brady, vous pouvez penser à Usain Bolt, qui est devenu une star mondiale en courant le plus vite le 100 mètres et le 200 mètres, pas le 60 mètres, pas le 400 mètres, uniquement le 100 mètres et 200 mètres. Donc, soyez le Usain Bolt dans votre domaine spécifique de l'IA et du ML,
et vous attirez les meilleures opportunités. Maintenant qu'on sait qu'on doit se spécialiser, une question naturelle arrive. Est-ce qu'on doit se spécialiser sur une technologie ou est-ce qu'on doit se spécialiser sur un problème? En fait, les deux sont complètement possibles, mais ce que je recommande, c'est d'être spécialisé sur un problème. Voici quelques raisons qui me poussent à penser ça. Premièrement, les technologies évoluent alors que les problèmes restent, ou du moins disparaissent plus lentement que les technologies. Aujourd'hui, les LLM et les modèles de fondation révolutionnent l'industrie, mais demain, potentiellement, une autre technologie pourrait bien les remplacer. Ceux qui comprennent profondément un problème et disposent de bonnes bases techniques sauront s'adapter et tirer profit des innovations. Comme dit plus tôt, la société vous paiera pour résoudre des problèmes, et non pas pour utiliser une technologie spécifique. La plupart du temps, vos clients se moquent de la technologie utilisée. Ce qu'ils veulent, c'est une solution qui marche et qui respecte leurs contraintes. Et enfin, c'est crucial, un réseau professionnel centré sur un problème spécifique est bien plus puissant qu'un réseau basé sur une technologie. Un réseau fondé sur un problème crée des liens solides entre des personnes aux compétences variées, mais animé par un objectif commun, ce qui va renforcer la cohésion, la complémentarité et la confiance. Si vous comprenez profondément un problème, votre réseau ne vous voit pas juste comme une personne tech, mais comme une personne de confiance avec qui créer des partenariats sur le long terme. Et c'est exactement ce qu'il faut viser. Maintenant, on va voir les 6 étapes clés qui vont vous permettre de devenir un expert d'un problème précis avec des compétences techniques, et ce, en moins d'1 an. L'étape numéro 1 consiste à choisir un sujet qui vous passionne et idéalement un domaine qui a de l'avenir avec une durée de vie longue. Et voyons ensemble quelques domaines/sujets qui me semblent être pertinents. On commence avec le domaine de la santé et des biotech. On peut citer les sujets liés à la recherche de nouvelles molécules, l'aide au diagnostic médical, ou encore des sujets liés à la médecine personnalisée basée sur le génome. Autre domaine, la robotique et systèmes autonomes. Dans ces domaines, nous avons tout ce qui va être robotique intelligente et véhicules autonomes. Si vous avez écouté les dernières conférences de Nvidia, vous avez certainement noté l'optimisme de leur CEO pour la robotique, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sujets d'avenir dans ces domaines. En finance et économie, vous avez également des sujets à durée de vie longue. On peut citer le trading algorithmique et la prévision des marchés, la génération de stratégies d'investissement ou encore l'analyse d'opportunités économiques. Il faut savoir que certains sujets comme le trading algorithmique sont très orientés maths, mais il y a vraiment tout type de besoins dans ces domaines. Passons à un autre domaine, l'énergie et l'environnement. Ces domaines, comme vous le savez, sont complètement d'actualité et vont très probablement le rester pour très longtemps. On aura toujours besoin d'énergie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Dans ces domaines, on peut mentionner les sujets liés à l'optimisation de l'utilisation de l'énergie et des réseaux électriques, le stockage de l'énergie via notamment des batteries intelligentes, ainsi que de nombreux autres sujets comme la modélisation climatique, le suivi de la biodiversité ou encore l'agriculture de précision. Malheureusement, je peux pas citer tous les sujets que j'ai en tête, sinon la vidéo durerait 3 jours, mais il y a vraiment énormément d'autres domaines qui font sens. On peut notamment penser au droit, à la cybersécurité, à l'éducation et l'aide à la productivité. On peut également penser à tout ce qui est en lien avec l'industrie, le divertissement, le sport et la recherche de performance, les jeux vidéo ou encore la mode. Si vous pensez à des sujets ou des domaines que je n'ai pas mentionnés et dans lesquels vous souhaiteriez travailler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous donner mon point de vue sur la pertinence de votre choix. Pour choisir votre sujet, vous pouvez écouter votre passion, mais il est également conseillé de choisir votre sujet en fonction de vos avantages concurrentiels. Par exemple, avez-vous un diplôme ou des connaissances solides dans un secteur? Avez-vous dans un domaine un réseau bien établi? Ou encore, avez-vous une expérience directe du problème que vous voulez résoudre? Même un avantage qui vous semble petit peut dans les faits vous aider à rapidement vous développer. Côté durée. Idéalement, cette étape doit durer entre 2 semaines et 1 mois. Plus d'1 mois, ça me paraît vraiment beaucoup, et moins de 2 semaines, ça me paraît vraiment peu. Une fois l'étape 1 validée, on peut passer à l'étape numéro 2. Cette étape consiste à se renseigner sur le sujet choisi, et à rechercher les solutions existantes aux problèmes qu'on va identifier. Une fois votre domaine choisi, ne vous précipitez pas sur l'IA ou le machine learning, commencez par vraiment comprendre le contexte global. Les acteurs clés, les enjeux actuels, les contraintes, les opportunités. L'objectif est simple, il faut que vous maîtrisiez les problématiques du domaine. Car, j'insiste là-dessus, une solution IA ou machine learning n'a de valeur que si elle répond vraiment à un problème. Cette solution peut être aussi performante que vous voulez, si elle résout un faux problème, personne ne s'intéressera à cette solution et donc à vous. Donc c'est vraiment important de bien comprendre les problèmes et de bien choisir les problèmes. Prenez donc vraiment le temps ici pour explorer le terrain, lisez les articles spécialisés, regardez des vidéos métiers, parlez à des gens du domaine. Une fois que vous aurez fait tout ça, normalement vous allez commencer à comprendre les problématiques et à partir de ce moment-là, il va falloir cartographier ce que vous avez trouvé et compris. Et il va également falloir faire des recherches plus ciblées en lien avec la problématique que vous avez comprise. Il va falloir notamment rechercher les entreprises qui proposent des solutions dans le secteur que vous avez choisi et aux problématiques que vous avez identifiées. Il faut également explorer la communauté open source et académique, donc ça c'est extrêmement important.
quels projets IA et machine learning sont open source, donc quels outils vous allez pouvoir utiliser dans le futur pour résoudre les problématiques que vous avez identifiées, et vous pouvez également regarder s'il y a des datasets ou des challenges qui sont publics. Jusqu'ici, très peu voire aucune compétence technique en IA et ML n'est nécessaire. Vous êtes dans une phase d'observation intelligente. Vous analysez les problèmes et les solutions, vous identifiez les angles morts, les opportunités ou les idées à approfondir. Et donc, où trouver les informations? Donc les informations, globalement, vous pouvez en trouver partout. Mais voilà une liste non exhaustive. Globalement, vous pouvez trouver des informations sur Google, YouTube, Kaggle, Google Scholar, GitHub, Medium, LinkedIn, Reddit et Twitter, les livres, et bien évidemment, vous pouvez contacter les gens. Je vous encourage vraiment à le faire. Côté durée, idéalement, cette étape doit durer entre 2 semaines et 1 mois, voire 1 mois et demi pour les sujets les plus complexes. Si vous dépassez 1 mois et demi, il faut avancer et se forcer à passer à l'étape suivante. Vous continuerez vos recherches au fil de l'eau. Maintenant que l'étape 2 est validée, on peut passer à l'étape 3 qui consiste à faire le bilan de vos recherches faites en étape 1 et 2. Voici les points à couvrir dans ce bilan de recherche. Dans un premier temps, vous devez évaluer la pertinence du problème. Vous pouvez utiliser des frameworks pour estimer la valeur et l'impact potentiel du problème identifié. Par exemple, vous pouvez utiliser le framework DUR. Si le problème est douloureux, urgent et récurrent, alors vous tenez quelque chose de très prometteur. Ensuite, il faut faire le point sur les ressources open source. Est-ce qu'il y a beaucoup de documentation? Avez-vous trouvé beaucoup d'outils et bibliothèques logicielles en libre accès? Est-ce que les datasets vous sont facilement accessibles? Quel est le niveau de qualité de ce que vous avez trouvé? Et quelles sont les limites de ce que vous avez trouvé par rapport aux solutions payantes? Et enfin, très important, quels projets open source peuvent servir de base à vos futures solutions? Ensuite, vous devez vérifier votre affinité avec le sujet. Est-ce que ce sujet vous intéresse vraiment? Appréciez-vous les gens avec qui vous avez échangé? Est-ce que vous vous projetez à travailler sur ce sujet pendant des mois, voire des années, sans vous lasser? Point suivant, quelles sont les entreprises pertinentes dans le domaine? Sont-elles alignées avec vos valeurs, vos objectifs et vos envies? Ce sont des points importants, car créer des partenariats avec les bonnes entreprises peut vous aider à trouver des stages, des mentors. Ça peut également déboucher sur des partenariats à long terme, donc ça peut être très intéressant pour ceux qui cherchent un emploi. À partir de ce bilan, si le sujet ne vous convainc pas de panique, vous pouvez soit revenir à l'étape 2, ou même remonter jusqu'à l'étape 1. Gardez vraiment en tête que choisir un bon sujet prend du temps, c'est normal de pas trouver tout de suite. Prenez vraiment le temps nécessaire, c'est un investissement stratégique. Il vaut mieux passer du temps maintenant que de choisir un sujet à la hâte et faire machine arrière dans 8 mois. Et autre possibilité, si le sujet que vous avez choisi vous enthousiasme vraiment, bravo! Vous venez de trouver le sujet sur lequel vous allez devenir un spécialiste mondial. Et ce n'est pas une blague. Si vous travaillez sérieusement et avec consistance, et que le problème que vous avez identifié est un vrai problème, vous irez très loin. Côté durée. Cette étape est relativement rapide. Si vous avez bien mené les 2 premières étapes, idéalement, elle ne doit pas durer plus d'1 semaine. Vient ensuite l'étape 4 qui correspond à la phase d'apprentissage. Dans notre cas, on peut distinguer 2 types de connaissances. D'un côté, on va retrouver les connaissances génériques. Ces connaissances sont fondamentales et utiles dans la majorité des projets machine learning et IA. Vous pouvez démarrer votre apprentissage de ces connaissances avant d'avoir fini l'étape 3. D'un autre côté, on va retrouver les connaissances spécifiques à la problématique sélectionnée en étape 3. Vous devez donc valider l'étape 3 avant de vous lancer dans cet apprentissage spécifique. Je vous affiche ici une liste de connaissances génériques. Malheureusement, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails sinon la vidéo sera trop longue, mais je peux vous donner l'idée globale. Il vous faut maîtriser les grandes familles de problèmes que l'IA et le ML peuvent résoudre. Ça vous permettra de rapidement faire le lien entre un problème métier et une approche à utiliser. Par exemple, est-ce que le problème que vous souhaitez résoudre est un problème de classification ou de régression, ou de clustering? Est-ce que c'est un problème sur de l'image, des données tabulaires ou du texte? Ces connaissances sont importantes car bien faire le pont entre le problème métier et les approches IA et ML va vous permettre de savoir quel type d'algorithme utiliser et donc quelle recherche faire pour trouver le ou les solutions les plus appropriées. Il vous faut également connaître l'approche générique permettant de résoudre des problèmes avec l'IA et le ML. Dans les grandes lignes, l'approche générique est la suivante: compréhension du problème, récupération des données, stockage des données, transformation des données, choix de l'algorithme et métrique d'évaluation. Entraînement du modèle et sélection des hyperparamètres, évaluation et test, puis mise en production. Ensuite, il vous faut apprendre le Python car dans la majorité des cas, les étapes listées juste avant vont se faire en Python, sauf peut-être pour l'étape de mise en production. Il faut également développer des connaissances de base en SQL et NoSQL car vos données seront généralement stockées dans des bases de données. Il me semble également que la maîtrise du développement web est quelque chose de très important. Ça va vous permettre de mettre en production vos solutions et de gérer tout ce qui va être autour de l'interface utilisateur. Et autre point non négligeable, ça va vous permettre de mettre en valeur votre travail, ce qui est très souvent négligé. Je vous recommande de savoir faire une application front, de savoir utiliser et créer une API,
de savoir comment on fait communiquer un serveur avec différents services web, et enfin maîtriser des outils de base du cloud comme des machines virtuelles. Puis j'ajouterais que la maîtrise de l'anglais c'est vraiment important car toutes les informations sont en général disponibles en anglais. Pour terminer, je précise ce point, d'après moi l'apprentissage de ces connaissances doit prendre la forme d'un marathon. Leur apprentissage ne doit pas être votre priorité car ce ne sont pas des connaissances spécifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous maîtrisez ces points, plus ce sera facile pour vous de créer des solutions IA et ML. Donc il y a un compromis à trouver entre l'apprentissage de ces notions génériques et l'apprentissage des notions spécifiques. Mais en général, on trouve l'équilibre de manière assez naturelle et vous allez comprendre pourquoi juste après. Si vous voulez plus de détails sur ces connaissances génériques, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Je vais partager plusieurs articles détaillés sur ce point. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire quel point vous souhaiteriez que je développe en priorité dans cette newsletter. Et d'une manière générale, si vous avez des questions par rapport à l'apprentissage du machine learning et de l'IA, vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn. Vous trouverez également le lien vers mon profil dans la description. Ceci étant dit, parlons maintenant de l'apprentissage spécifique. C'est vraiment cette partie qui est la plus importante. Plutôt que de faire une liste des choses que vous devez faire, je vais vous montrer un exemple. Supposons qu'on souhaite travailler sur des problèmes liés à la détection de cancer à partir d'images médicales. Ce qu'on va commencer à faire, c'est rechercher sur Google quelque chose comme détection automatique IRM cancer. Donc vous voyez, on a plein de résultats. Si on prend le premier résultat, et le premier résultat parle de détection de cancer de la prostate. Ça nous informe déjà que ce sous-problème peut valoir le coup de se spécialiser dessus. Et vous voyez, on a des bases sur l'IRM et le cancer de la prostate. Donc c'est très bien pour commencer, pour comprendre le problème dans sa globalité. On peut ensuite aller sur un article avec un niveau scientifique plus élevé comme celui-ci. Vous voyez, c'est publié dans Science Direct. C'est donc un article écrit par des chercheurs spécialistes. Donc le niveau sera plus élevé. Et vous voyez de nouveau, on parle de cancer de la prostate, alors que dans la barre de recherche Google, je n'ai pas mis prostate. C'est le type de signe qui montre que ce problème intéresse les gens en ce moment. Le titre de l'article nous informe que c'est un article de type revue des méthodes, donc c'est parfait pour nous. Et vous voyez, sur ce genre d'article, on a des nombres, comme ça, et en fait ce sont des références. Ça permet de renseigner les sources. C'est une mine d'or pour nous car ça nous permet de passer d'article en article pour affiner notre compréhension du sujet. Donc j'ai scrollé rapidement, on a vu Deep Learning, Machine Learning passer plusieurs fois, mais arrêtons-nous ici. Il y a des termes qui ne sont pas classiques. CAD par exemple, ce sont des termes spécifiques au problème, et dans votre apprentissage, tous ces termes spécifiques, vous devez les apprendre car ils vous permettront de faire les bonnes recherches et de communiquer avec les spécialistes du domaine. Dans leur jargon, c'est important. Supposons maintenant qu'on ait lu l'article et que la référence qui est ici nous paraît intéressante. Donc on a juste à la rechercher sur internet pour pouvoir la lire. Et l'article est juste ici. Manque de bol, cet article est payant, et dans ce rare cas de figure où l'article qui vous intéresse est payant, je vous déconseille de le payer. Faites une recherche un peu plus large sur Google ou sur Google Scholar et vous trouverez très probablement un article très similaire et gratuit. Par exemple, si je tape directement Deep Learning prostate cancer, on voit qu'il y a plein de résultats, et on peut aller voir cet article. Celui-ci est en libre accès, donc c'est parfait. Et dans ce genre d'article, les auteurs vont vous expliquer toute leur démarche. Donc encore une fois, c'est de l'or en barre pour nous. Et c'est ici que l'apprentissage commence vraiment. Vous allez être mis en face de concepts que vous ne connaissez pas, et c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de patience et de persévérance, et de passer du temps pour apprendre chacun des concepts que vous ne connaissez pas. Par exemple, on voit ici Fully Convolutional Neural Networks. C'est un terme qui est potentiellement inconnu pour vous, et qui est très important dans cet article, et dans la vision par ordinateur de manière générale. Donc si vous ne connaissez pas ce terme, vous devez le maîtriser, c'est important. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités, soit vous recherchez directement sur Google ou sur YouTube, soit vous allez demander à ChatGPT, qui sera sans aucun doute votre meilleur partenaire d'apprentissage. C'est vraiment une chance d'avoir ces LLM sous la main, donc il faut en profiter. Et ces recherches, il faut les faire pour tous les termes qui bloquent votre apprentissage. Par exemple, ici, si on ne connaît pas relu, il faut aller se renseigner. Ici, UNet++, pareil, si on ne connaît pas le terme, il faut aller se renseigner. Ensuite, on a une architecture de réseau de neurones, avec des termes comme Feature Extractor, Generator Head, Segmentation Head, et c'est vraiment en se renseignant sur tous ces termes que vous allez développer votre expertise et ainsi être capable de créer des solutions dépassant le fameux seuil de valeur. Et vous voyez, quand on suit ce parcours d'apprentissage, on est vraiment les mains dans le cambouis, on est vraiment directement en lien avec les notions qui importent, et l'apprentissage théorique des cas plus proches voisins nous semble bien éloigné de nos centres d'intérêt. Et j'en profite pour rebondir sur le fait que dans les notions génériques, je n'ai pas parlé de mathématiques. Car selon moi, les notions mathématiques vont être des compétences qu'il faut développer spécifiquement. Ici par exemple, si on considère que connaître la divergence de Kullback-Leibler est nécessaire, alors vous allez apprendre spécifiquement les notions mathématiques qui vont faire sens pour comprendre cette divergence.
et ainsi optimiser votre pyramide. Pour finir avec l'approche spécifique, je vais aussi vous montrer comment récupérer du code fonctionnel. Pour notre cas, on peut rechercher dans Google Deep Learning Cancer Detection GitHub pour avoir accès à des codes publics. Ici, j'ai l'impression que ma recherche est un peu trop généraliste, donc je peux ajouter Prostat. Et là, on a un répertoire avec du code qui date de 4 ans, donc c'est pas ouf. Ça permet effectivement de faire de la segmentation, mais en 4 ans, c'est sûr que des personnes ont développé de meilleures solutions. On peut donc rechercher quelque chose de plus récent. Et là, vous voyez, on a un GitHub avec une liste d'articles. Donc c'est une mine d'or d'informations pour nous, encore une fois. Vous voyez, c'est incroyable toute l'information qu'on peut trouver sur Internet. Donc il y a des liens vers plein d'articles. Et là, on a un lien vers du code. Visiblement, c'est un répertoire très récent. Il a été mis à jour la semaine dernière. Ça veut dire que les auteurs sont actifs et que la solution qu'ils proposent est probablement d'un niveau état de l'art. Et ce qu'ils font ici, c'est qu'ils nous expliquent comment utiliser leur solution. On retrouve ici un de leurs notebooks. Et pour tous ceux qui veulent apprendre Python, vous pouvez apprendre Python en essayant de comprendre ces notebooks. Donc vous voyez cet équilibre entre apprentissage de connaissances génériques et apprentissage de connaissances spécifiques. Il se fait assez naturellement quand on suit la pente de l'apprentissage spécifique. Là, par exemple, pour comprendre le code Python, vous allez développer et des compétences spécifiques et des compétences génériques que vous pourrez réutiliser sur d'autres projets. Et n'ayez pas peur de vous plonger dans un code Python comme ça, même si vous débutez, car vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider. Donc voilà pour l'idée générale, j'espère que c'est plus clair pour vous ce que j'entends par apprentissage générique et spécifique en ce qui concerne la durée de cette étape. L'apprentissage, que ce soit spécifique ou générique, doit durer toute votre carrière. Cependant, ça n'est pas une activité que vous allez pratiquer intensivement tout le temps. Par contre, au début du projet, vous devez passer au moins 1 mois intensif sur l'apprentissage spécifique pour emmagasiner toutes les notions qui vous seront nécessaires pour l'étape suivante. Et je dirais qu'il ne faut pas passer plus de 2 mois intensifs dans cette phase sans passer à l'étape suivante. On passe ensuite à l'étape 5 qui correspond à la mise en pratique de ce que vous avez appris. Dès que possible, vous devez commencer à développer un projet qui vous permettra de répondre à la problématique sélectionnée en étape 3. Et développer un projet présente de nombreux avantages. On apprend beaucoup mieux en faisant et c'est le seul moyen pour devenir expert. Créer des projets est un très bon moyen pour prendre confiance et par la même occasion perdre le fameux syndrome de l'imposteur. Votre projet personnel va vous permettre de montrer vos compétences et de vous différencier. Et enfin, le point le plus important selon moi, si vous avez trouvé un vrai problème, avec votre projet, vous aurez un réel impact sur la vie des gens, car votre projet va améliorer le quotidien de vos utilisateurs. Maintenant, quelle est l'approche à adopter? L'approche à adopter est de construire en itérant. C'est vraiment ça la clé. Quand on démarre, on a souvent envie de créer une solution complète, une solution avec plein de fonctionnalités qui résout un problème dans sa globalité. Mais malheureusement, au début, c'est une erreur. Le secret, c'est qu'il faut être très spécifique et suivre une approche itérative basée sur ce qu'on appelle les MVP. Minimum Viable Product, en américain. L'idée est relativement simple, c'est également pour ça que c'est puissant. Construire le produit le plus petit possible, qui résout un vrai problème, et l'améliorer en itérant. Cette approche, au départ, peut être très contre-intuitive, mais regardons ensemble 2 exemples pour mieux la comprendre. Imaginez qu'un trader vous dise qu'il veut un modèle de prédiction de prix de l'électricité plus précis que la concurrence. Déjà, attention pour ce genre de demande, c'est quand même très ambitieux de faire ça. Mais restons sur ce problème pour illustrer mon point. Imaginons que pendant votre analyse préliminaire, vous avez remarqué que le prix pour certaines heures de la journée est plus facile à prédire que pour d'autres. Vous allez pouvoir capitaliser sur cette découverte. Plutôt que de faire un modèle moyennement précis sur toutes les heures de la journée pour toute l'année, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un modèle extrêmement précis pour les heures identifiées. Vous allez ensuite fournir votre modèle au trader. S'il est content de votre travail, vous pouvez itérer. Vous pouvez commencer à travailler sur d'autres heures de la journée en suivant le niveau de difficulté. Il faut toujours être malin dans son approche. Il faut d'abord cueillir les pommes les plus basses de l'arbre avant de cueillir celles qui sont les plus hautes. Autre exemple. Imaginez qu'un notaire vous dise qu'il souhaite une application pour créer des actes de vente de manière automatique à partir des informations de ses clients. Il faut savoir que la création d'actes de vente c'est très complexe car l'acte va dépendre de beaucoup de caractéristiques inhérentes à la vente. Donc potentiellement, les actes sont très différents les uns des autres. Du coup, plutôt que de directement proposer une application qui va rédiger tous les types d'actes de vente, peu importe leurs caractéristiques, et potentiellement d'y passer 3 ans pour fournir une solution qui va être moyenne à la fin sur tous les actes de vente, il faut plutôt définir avec le notaire un type d'acte de vente spécifique, idéalement le type d'acte qu'il rédige le plus souvent, et qui si possible est un type d'acte relativement simple. Vous allez ensuite lui fournir une solution pour ce type d'acte spécifique. Puis si cette solution le convainc, vous pouvez itérer pour faire d'autres types d'actes. Voici quelques points qu'il faut toujours avoir en tête quand on est dans cette étape.
Toujours privilégier la qualité à la quantité. Vaut mieux développer peu de features mais des features de très bonne qualité. Ne passez surtout pas 6 mois à coder dans votre coin avant de montrer votre produit. Au début, vous allez souffrir un peu, c'est normal, vous êtes en train d'apprendre. Dites-vous que si c'est difficile, ça veut dire que peu de personnes font le même effort que vous, donc vous allez vous différencier sur le marché et votre valeur augmente. Pensez simplicité, impact, itération. Construisez petit mais solide et améliorez ensuite. Et surtout, prenez du plaisir dans le processus. Célébrez les petites victoires. Côté bibliographie, je vous recommande le livre Testing Business Ideas qui vous expliquera plus en détail les étapes à suivre pour réussir cette étape. Côté durée, idéalement, vous devez commencer à créer votre premier projet / produit aux alentours du 3e mois. Si c'est avant, c'est très bien, si c'est un peu après, c'est pas grave. Cependant, il faut absolument avoir un premier prototype à donner à vos clients cibles avant le 6e mois. Ensuite, vous allez créer des versions améliorées de votre produit pendant tout le reste de l'année. Le jeu est d'itérer un maximum en se basant avant tout sur les retours de vos utilisateurs. Et enfin, étape 6, c'est la phase de communication. En tech, il y a très souvent un décalage entre la valeur perçue et la valeur que vous pouvez effectivement délivrer. Repensez à votre pyramide et au seuil de valeur. Vous pouvez très bien avoir des compétences suffisamment développées pour dépasser le seuil, mais si vos futurs employeurs ou utilisateurs ne se rendent pas compte de ce que vous pouvez délivrer, ce décalage peut vous empêcher d'accéder aux meilleures opportunités, même si vous êtes très compétent. Et la solution pour éviter ce problème consiste à communiquer. Plus spécifiquement, vous devez montrer vos compétences, confronter vos résultats à vos utilisateurs cibles et prendre leur retour afin de valider votre positionnement par rapport à leurs problèmes. Ma recommandation est de se forcer chaque semaine à écrire un article sur un point technique que vous avez compris. Expliquez-le à votre manière, pourquoi c'est un point important dans le domaine sur lequel vous travaillez et comment peut-il résoudre le problème de vos clients. Si vous avez mis du code en ligne, dites-le, expliquez pourquoi ce code est intéressant. Les feedbacks que vous allez recevoir sont extrêmement importants. Par exemple, si personne ne s'intéresse à votre travail, en général, c'est que vous avez choisi un faux problème. Ça arrive, ça m'est d'ailleurs très souvent arrivé. C'est pas grave, il faut juste trouver un vrai problème. Et le plus tôt vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé de problème, le mieux c'est. Vous aurez juste à pivoter pour trouver un meilleur problème. Donc n'ayez pas peur de communiquer. En revanche, si vous avez des retours de vos potentiels clients, c'est génial, vous êtes dans la bonne direction. Continuez, prenez les feedbacks et itérez pour améliorer ce que vous faites. Vous l'aurez compris, c'est par le biais de cette étape que vous allez créer votre réseau et que vous allez sans cesse améliorer votre compréhension du problème choisi pendant l'étape 3. En gardant en tête que l'objectif ultime de cette étape est de trouver soit quelqu'un qui vous embauchera, soit des utilisateurs pour votre produit. Côté durée, cette phase doit commencer dès que vous avez trouvé le domaine dans lequel vous souhaitez vous investir. Même si vous n'avez pas trouvé exactement le problème que vous voulez résoudre, vous pouvez commencer à parler de ce que vous avez appris, de ce qui vous semble intéressant et de vos objectifs pour la suite. Je vous recommande ensuite de continuer de communiquer pendant toute la durée de votre projet. Donc voilà pour les 6 étapes. Comme ça fait pas mal d'informations, je pense qu'un petit résumé est le bienvenu. Voici donc le plan d'action que je vous recommande de suivre si vous souhaitez optimiser votre apprentissage et rapidement gagner votre vie grâce aux compétences que vous allez développer. Étape 1. Choisir un sujet d'avenir qui vous passionne et qui a une durée de vie longue. Étape 2. Renseignez-vous sur ce sujet. Comprenez le contexte, les enjeux et les problèmes associés. Une fois que vous avez identifié des problèmes qui vous semblent être intéressants, recherchez les solutions existantes. Étape 3. Bilan des recherches. À partir des informations recueillies en étape 1 et 2, choisir un problème que vous allez résoudre. Si les informations que vous avez recueillies sont insuffisantes pour valider le problème, retournez en étape 1 ou 2 pour choisir un nouveau problème. Étape 4. C'est la phase d'apprentissage. Il y a des connaissances génériques et spécifiques que vous devez développer, mais vous devez apprendre en priorité les connaissances spécifiques. Ce sont ces connaissances qui vous permettront de devenir un expert et de résoudre le problème choisi en étape 3. Le développement des connaissances génériques n'est pas la priorité, mais vous devez cependant développer des connaissances génériques car en général, la base de votre pyramide va dépendre de ces connaissances-là. Vous devez donc trouver un équilibre dans votre apprentissage. Étape 5. C'est dans cette étape que vous allez créer un produit qui va permettre de résoudre le problème choisi en étape 3. Ici, il faut suivre une approche de type MVP. Étape 6. C'est la phase de communication. Il faut communiquer sur vous, vos compétences et votre projet. Selon vos objectifs, vous allez communiquer sous un angle un peu différent. Si l'objectif est de vendre un produit, vous allez communiquer davantage sur votre produit que sur vous. Si l'objectif est de vendre votre temps et votre expertise, alors le produit c'est vous, donc vous devez communiquer davantage sur vous. Et ici, je ne l'ai pas dit explicitement, mais en fait, il y a une procédure itérative à mettre en place. Une fois l'étape 6 réalisée, vous devez utiliser les feedbacks pour ajuster votre positionnement. Grâce à ces feedbacks, vous allez mieux comprendre le problème qu'il faut résoudre et donc faire les ajustements nécessaires pour optimiser votre stratégie.
vous allez probablement devoir retourner en étape 4 pour apprendre les nouvelles notions qui vous seront nécessaires en étape 5 pour ajuster votre produit. Une fois le produit ajusté, vous allez retourner en étape 6 pour communiquer et de nouveau récupérer des feedbacks. Et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée. Et n'oubliez pas que parfois, la vie est vraiment simple. Le jour où quelqu'un considérera que vous pouvez lui apporter de la valeur en résolvant son problème, il vous embauchera. Ce jour-là, vous n'aurez même pas besoin d'envoyer un CV ou une lettre de motivation. Idem si vous vendez un produit, le jour où vos utilisateurs cibles considéreront que votre produit leur apporte de la valeur, ils l'achèteront. Et en fait, la procédure que je vous décris ici vous permet de suivre le chemin le plus court pour arriver à cette situation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En appliquant les conseils que je vous ai partagés, je suis convaincu que vous allez réussir à vivre rapidement du machine learning et de l'IA. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.